Une forte délégation des présidents d'Assemblée nationale des pays d'Afrique reçue ce jeudi par le président Alassane Ouattara. La délégation était conduite par Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale. Les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite ont repris de plus belle pour l'année 2013. Le ministre de la Santé, Raymond Goudou Kofi, a procédé au lancement des premiers passages des agents vaccinateurs à Montezo, dans la commune d'Alépé. Et puis au Bangladesh, l'effondrement d'un immeuble a fait au moins 200 morts. Cet accident relance la polémique sur la sécurité dans l'industrie textile fournissant des marques occidentales dans le pays. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour vous informer. Commençons donc par cette audience du président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État a reçu en audience dans la journée une forte délégation des présidents des Assemblées nationales d'Afrique au palais présidentiel. La délégation était conduite par Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale. Faisons le point de cette rencontre avec Viviane Haïm. Après avoir honoré par leur présence forte et distinguée l'invitation du président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro à l'occasion de l'ouverture solennelle le mercredi 24 avril de la première session ordinaire 2013 du Parlement ivoirien, les présidents des parlements du Gabon, du Congo-Brazzaville, du Niger, de la République démocratique du Congo, du Burkina Faso, du Sénégal ont rendu ce jeudi dans la matinée une visite au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Ils étaient conduits par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Pour ces chefs de parlements africains, dont la présence en si grand nombre à Abidjan met en évidence, comme l'a souligné le président Guillaume Soro, que la Côte d'Ivoire a retrouvé son prestige, cette visite au président de la République Alassane Ouattara était l'occasion de lui adresser leurs félicitations pour le climat de paix en Côte d'Ivoire et ses efforts pour recréer la cohésion sociale, et aussi pour son leadership à la tête de la CEDEAO qui a réussi à rassembler tous les Africains. Notre présence se justifie par le soutien que nous pensons apporter au pays frère de la Côte d'Ivoire, à son assemblée, pour que ce pays maintienne le cap de la réconciliation, maintienne le cap de l'établissement de l'état de droit. Donc nous sommes également venus féliciter respectueusement Monsieur le Président pour les efforts qu'il a pu avec ses pairs de la CEDEAO, à accomplir en vue de rétablissement de la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble du territoire malien. Parce qu'il a fallu la détermination du président de la CEDEAO pour que la communauté africaine se mobilise. C'est une grande première que nous avons pu et nous avions tenu à féliciter le chef de l'État pour cette détermination que lui et ses pairs ont pu afficher. Les députés étaient en formation aujourd'hui à l'Assemblée nationale après l'ouverture hier de la première session ordinaire du Parlement. C'est une formation sur le rôle et le mandat du député donné par des parlementaires venus entre autres du Québec, de France, de Belgique et du Sénégal. La formation est un appui de l'Assemblée parlementaire francophone. Victorine Yaoyoboui nous en parle. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a été renouvelée à près de 90% à l'issue des dernières législatives. Mais déjà avant ce renouvellement, l'institution ne fonctionnait plus normalement à cause de la crise. Le président de l'Assemblée nationale a donc jugé bon de renforcer les capacités des parlementaires et l'Assemblée parlementaire francophone a accepté d'apporter son soutien. Même si les uns et les autres savent ce pourquoi ils ont été élus, il est bon que l'on puisse mettre à leur disposition les textes et tous les éléments pour leur permettre de mieux exercer leur rôle et aussi leur donner toutes les indications
concernant leur statut. Les formateurs ont insisté sur le rôle important des députés dans le contrôle de l'action gouvernementale. Le vote du budget qui a été la raison de la création historiquement des parlements, mais aussi en contrôlant l'action du gouvernement. Et je crois que pour tout ça, il faut avoir la légitimité démocratique qu'ils ont et aussi des techniques. Il faut qu'ils échangent avec d'autres parlementaires qui leur feront part de leur expérience, comment ça se passe dans leur pays, pour par exemple interroger le ministre sur l'exécution de son budget ou sur la préparation de son budget. Tout ça, c'est très important. Cette formation fait partie d'un ensemble de projets en faveur de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à travers l'initiative multilatérale de coopération interparlementaire francophone. Et la Côte d'Ivoire est le premier pays à bénéficier de cette initiative de l'Assemblée parlementaire francophone. Restons avec Victorine Yaoyoboué pour parler de la signature d'un accord de coopération qui a eu lieu ce jeudi entre le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et le système des Nations unies. Selon cet accord, l'ONUCI va apporter un appui technique et logistique au Parlement ivoirien. La Côte d'Ivoire a pu compter sur l'appui des Nations unies pour sa reconstruction après la crise. Aujourd'hui, l'ONUCI, la représentation des Nations unies en Côte d'Ivoire, a décidé d'apporter un soutien technique et logistique à l'Assemblée nationale engagée dans une réforme de modernisation. Cet appui a été formalisé par la signature d'un accord entre le représentant du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Bert Koenders, et le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Je voudrais réitérer l'engagement des Nations unies aux côtés du peuple ivoirien pour l'accompagner sur le chemin de la restauration de la paix, de la sécurité, de la démocratie et de la relance économique et sociale. Et je sais que votre grande institution peut et sera jouer un grand rôle dans ces affaires. C'est quand on aura fini d'aider au renforcement de ces institutions que la stabilité, de mon point de vue, sera une réalité, parce que chaque institution jouera pleinement et en connaissance de cause, n'est-ce pas, son rôle. Et c'est en cela que je veux vraiment vous saluer. Avant cette signature d'accord, le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience une délégation de parlementaires de la République démocratique du Congo. Il a été question de jeter les bases d'une collaboration soutenue entre les parlements des deux pays. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, c'est une assemblée nationale qui voudrait donner un nouvel élan au parlementarisme africain. Il en est de même de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi j'ai répondu avec une dizaine de députés nationaux de la République démocratique du Congo à l'aimable invitation de mon collègue de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Nous avons échangé sur le fonctionnement de nos deux chambres, sur l'avenir, sur les modalités d'un partenariat étroit et sincère entre l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et celle du Congo. Cette délégation de parlementaires a pris également part à l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale mercredi. Ce jeudi au plateau, Daniel Kablan-Duncan, le chef du gouvernement et des hommes d'affaires ivoiriens et français se sont rencontrés pour parler de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. La rencontre a été suscitée par la Chambre de commerce et d'industrie française en Côte d'Ivoire. Les détails avec Alborassa. Côte d'Ivoire, émergence 2020, les opportunités des affaires est le thème de cette rencontre de partage entre le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et les responsables des entreprises françaises et ivoiriennes. Le chef du gouvernement ivoirien les a instruits sur l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire qui, selon lui, a véritablement pris du volume après la crise post-électorale, avec par exemple la construction des routes, des ponts, des écoles, des hôpitaux, des infrastructures administratives, le développement du réseau électrique, la lutte contre la vie chère et la création d'emplois. Des activités qui font de la Côte d'Ivoire un pays qui connaît la croissance. Une croissance reconnue par les institutions financières internationales et qui, selon lui, est de plus de 8%. Elle sera plus de 9% fin 2013. La croissance économique inclusive, tirée notamment par les investissements, devrait générer des emplois stables et corrélativement l'augmentation significative des revenus, tant en milieu rural qu'en milieu urbain. L'investissement dans les ressources humaines devrait en outre permettre
de disposer de femmes et d'hommes dotés d'une capacité forte comme concepteurs, acteurs, mais aussi bien sûr bénéficiaires du développement. Et le chef du gouvernement ivoirien de reconnaître que le développement de ces activités se fait en partie avec l'appui de la France et surtout les entreprises françaises basées en Côte d'Ivoire. Les chefs d'entreprise présents ont salué l'exposé du Premier ministre qui est rassurant selon eux quant à un environnement des affaires transparent. Nous sommes des financiers, la transparence est obligatoire. Je pense que si nous voulons réussir, il faut montrer l'exemple. Et encore une fois, le phare de la Côte d'Ivoire doit pouvoir éclairer justement sur tout ce qui peut se passer dans un moment d'extension. Donc pour moi, je pense que rien ne peut se passer s'il n'y a pas de transparence. Le Premier ministre a été très fort à ce sujet. Je crois que ce soit en ce qui concerne la justice, en ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne beaucoup de choses. Il y a des hommes au pouvoir, il faut leur faire confiance. La Chambre de commerce et d'industrie française en Côte d'Ivoire qui a organisé cette rencontre a promis en organiser d'autres avec d'autres personnalités ivoiriennes pour permettre aux chefs d'entreprise françaises et ivoiriennes d'être au parfum de l'évolution de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Vous le savez, le Premier ministre était récemment aux États-Unis. Daniel Kablan-Duncan a pris part aux assemblées de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Que retenir du séjour du chef du gouvernement aux États-Unis? Alexis Ouedraogo revient dans ce commentaire sur les temps forts de la mission du Premier ministre. Une mission fructueuse selon le Premier ministre ivoirien. Au terme de cette réunion aux États-Unis d'Amérique, acte pratique, le Fonds monétaire international doit en mai 2013 statuer sur le cas de la Côte d'Ivoire dans la perspective d'un décaissement d'une 30aine de milliards de francs CFA. Autre point positif, un renforcement de l'investissement des groupes Ecobank et Afreximbank. Ecobank veut installer son siège à Abidjan en plein cœur du plateau et Afreximbank ouvrir une ligne de crédit de 250 milliards de francs CFA aux entreprises ivoiriennes. Les entreprises ciblées pour l'heure sont celles évoluant dans le secteur de l'exportation. Le forum Investir en Côte d'Ivoire qui aura lieu en novembre a lui aussi séduit les États-Unis. La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, récemment en visite à Abidjan, devrait y intervenir par vidéoconférence. Cette visite a aussi permis de discuter des modalités de déblocage des 1000 milliards de francs CFA promis par les institutions de Bretton Woods lors du groupe consultatif de Paris. Et puis en marge de ces assises, le chef du gouvernement a accordé une série d'audiences à plusieurs personnalités de la banque et de la haute finance internationale. Ces entretiens ont porté pour l'essentiel sur la coopération en vue de soutenir la croissance et la reconstruction de l'économie ivoirienne. Et pour clore la mission, Daniel Kablan-Duncan a pris part au dîner de la Fondation Mo Ibrahim. Il y a fait un plaidoyer en faveur de la paix, de la bonne gouvernance et du développement. Je vous fais à présent lecture de ce communiqué émanant du ministère de la Communication. Les élections couplées qui viennent de se tenir ont créé des tensions suite à des contestations qui ont entraîné des dégâts graves. Ces violences sont inacceptables. Le gouvernement les condamne fermement et s'insurge contre les perturbations des dépouillements des bulletins suscités par certains candidats et les tient responsables des dérapages. Ces actions qui tendent à ternir l'image de notre pays et à perturber la quiétude de nos populations nous interpelle tous. Par conséquent, le gouvernement exhorte les candidats, tous bords confondus, à prendre toutes leurs responsabilités en appelant les uns et les autres au calme. Il les invite à accepter la loi des urnes. Le gouvernement ivoirien rappelle à tous que la CEI est la seule habilitée à proclamer des résultats partiels et que des voies de recours existent en cas de contestation conformément aux lois en vigueur. Le gouvernement ivoirien rassure les populations et les invite à vaquer tranquillement à leurs préoccupations. C'est signé Maître Afoussiata Bambalamine, ministre de la Communication, porte-parole adjoint du gouvernement. Autre chose à présent, et nous abordons le chapitre santé de ce journal. La journée mondiale de lutte contre le paludisme a été célébrée ce jeudi 25 avril. Et le paludisme tue plus que le sida en Afrique, selon les experts de la santé. 1 million de personnes meurent chaque année de la maladie sur le continent. En 2012, la Côte d'Ivoire a été classée 5e pays endémique dans le monde. L'état des lieux de la maladie dans le pays avec Fatou Fofana.
En Côte d'Ivoire, le paludisme est la première cause de consultation dans les centres de santé. Les plus touchés sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Le paludisme a en plus de cela un impact sur les finances des familles. Il entretient la pauvreté car 25% des revenus sont consacrés à la prévention et au traitement. Il est responsable de la moitié des absences dans les milieux scolaires et professionnels. La bataille contre le paludisme est donc plus que jamais engagée dans le pays. Cette maladie endémique est d'ailleurs inscrite au rang des affections prioritaires du Plan national de développement sanitaire 2009-2013. L'objectif à long terme est d'atteindre 0 décès liés au paludisme. Pour l'heure, il est question d'assurer la prise en charge d'au moins 80% des cas. Et pendant cette journée mondiale de lutte contre le paludisme, l'une des actions à faire est de suivre l'exemple des pays comme la République démocratique du Congo qui ont trouvé des pistes de solutions pour vaincre la maladie. Regardez. Dans la petite école de Kimpese, pas de maths ni de français ce jour-là. La leçon est consacrée au paludisme et à sa prévention. À 200 km de Kinshasa, Kimpese est en pleine zone endémique et la maladie y est un problème quotidien. Vous voyez le vieux papa ici, ok? Oui. C'est pour vous dire que beaucoup d'élèves s'absentaient à l'école à cause de cette maladie. Il y avait qu'un quart, il y a des fois qui se présentaient à l'école à cause de cette maladie. La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus touchés par le paludisme. Même la capitale n'est pas épargnée. Des malades, ce centre de santé situé dans le Grand Kinshasa en reçoit une trentaine par jour. D'abord, nous sommes dans une zone endémique où il y a la moustique anopheles femelle qui nous pique en permanence. La deuxième cause aussi, c'est essentiellement l'insalubrité du milieu. Le milieu étant insalubre, il favorise la pullulation du vecteur, l'anophèle, c'est-à-dire qu'il pique les gens. Pourtant, les progrès sont réels. 13 millions de moustiquaires imprégnés ont été distribués aux enfants et aux femmes enceintes. Les antipaludéens sont gratuits dans certaines structures, et ce grâce à l'aide du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. L'année dernière, on a décaissé plus de 100 millions de dollars. Et cette année, on voit de décaisser encore presque 100 millions de dollars pour le palud. Mais la crise financière est passée par là. Et aujourd'hui, les progrès sont menacés par la stagnation des financements au niveau mondial. Les journées nationales de sensibilisation et de vaccination contre la poliomyélite ont repris de plus belle pour l'année 2013. Le ministre de la Santé, Raymond Goudou Kofi, a procédé au lancement des premiers passages des agents vaccinateurs à Montezo, dans la commune d'Alépé. Chantal Akanda y était. Une goutte salvatrice. Top départ de la première campagne de vaccination de l'année contre la polio. C'est à Montezo, à Alépé. Les populations sont sorties nombreuses pour marquer l'événement. Pour cette phase de lancement, 25 000 équipes de vaccination ont été déployées avec des doses de vaccins orales. Dans les familles, on arrive, on leur dit ce pourquoi nous sommes venus et on demande après les enfants. Ils font sortir les enfants et puis on les vaccine. Par jour, on peut faire 150 enfants. Avant, nous marchions sur des kilomètres pour aller sensibiliser les gens, recenser les enfants afin de les faire vacciner. Mais maintenant, aujourd'hui, qu'on a des vélos, j'espère que vraiment ça pourra aller. Les mamans ont décidé de se mobiliser pour en finir avec cette maladie invalidante. C'est une mauvaise maladie. J'invite en tout cas mes jeunes sœurs qui veulent vraiment la bonne vie de leurs enfants à vacciner les enfants. Comme nous. J'ai 2 enfants, des jumelles. Elles ont 1 an, 7 mois. En tout cas, c'est vraiment important pour faire cette vaccin à les enfants. Tous mes vaccins sont vraiment occupés. Je suis venue avec mes 2 enfants. J'ai toujours fait vacciner mes enfants. Parce qu'on m'a toujours dit que la polio, quand ça atteint l'enfant, même quand l'enfant marche, il peut atteindre cette maladie. En Côte d'Ivoire, depuis juillet 2011, aucun cas de poliovirus sauvage n'a été détecté. Mais l'État n'entend surtout pas baisser les bras. Ce sont des enfants de moins de 5 ans qui sont concernés par cette campagne. Une campagne qui va s'étendre sur 4 jours avec l'administration des gouttes de polio, de la vitamine A et du déparasitant. Les populations sont invitées à présenter leurs enfants aux agents vaccinateurs.
Et des maladies comme le cancer continuent de faire des victimes quand la maladie n'est pas dépistée très tôt. À cela, il faut ajouter le coût du traitement jugé trop élevé. Il serait souhaitable que ces maladies bénéficient de la même attention des autorités, comme dans le cas du sida et de la poliomyélite, pour lesquels de grands moyens sont déployés pour la sensibilisation des populations. On en parle avec Delphine Ngoula. La poliomyélite ou polio, c'est la maladie qui provoque la paralysie des membres, généralement des pieds. C'est une infection très contagieuse causée par un virus dans la gorge ou le système digestif de la personne infectée. La maladie commence par la fièvre, des nausées. Elle a des symptômes semblables à ceux de la grippe, comme des douleurs dans les muscles. Un enfant atteint peut être plus fatigué que d'habitude, manquer d'appétit ou avoir des raideurs au cou ou au dos. Il est possible que certains enfants atteints n'aient pas de symptômes et ne se sentent pas malades. La polio se transmet d'une personne à une autre, la plupart du temps par le contact avec les selles d'une personne infectée. Elle peut également se transmettre par la toux et l'éternuement. La polio s'attaque au système nerveux de votre enfant et peut entraîner la paralysie ou même la mort. La vaccination est le seul moyen pour éviter la polio. Depuis 2011, aucun cas de polio n'a été déclaré en Côte d'Ivoire. Une bonne nouvelle. Cela est dû à la sensibilisation et à une vigilance accrue du gouvernement et des partenaires de la santé. Il serait souhaitable que cela soit pareil pour toutes les maladies coûteuses qui continuent de faire des victimes ou de tuer. Le cas du cancer. Dépisté tôt, le malade peut guérir. Dans le cas contraire, où la maladie est dépistée tardivement, le malade est face à des ordonnances élevées. La sensibilisation sur le sida et la gratuité des médicaments, des ARV, font qu'aujourd'hui le VIH est de plus en plus accepté par les malades et la population. Le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein et autres pathologies pourraient bénéficier de la même attention de la part des autorités. Cela en vue de donner le sourire à ceux qui souffrent et qui ne savent pas aujourd'hui à quel sein se vouer. Des cancérologues venus d'environ 10 pays de l'Afrique de l'Ouest sont en réunion à Abidjan pour parler de la lutte contre le cancer, une maladie qui prend une proportion inquiétante sur le continent africain. Sur 2 jours, ils vont réfléchir aux moyens de lutte contre la maladie. Certaines images peuvent choquer. Marie Longoran. Il souffre du cancer. Hachi est cloué dans son lit d'hôpital depuis plusieurs semaines. Il avait le foie qui avait augmenté de taille. Et puis ensuite, il y avait un tumeur au niveau du foie. Je lance un appel aux autorités pour m'aider à continuer le traitement. Dambélé, qui souffre aussi du cancer, appelle à l'aide. J'ai eu le cancer du foie. Ça me fait 15 mois que je souffre de cette maladie. On me dit que c'est une maladie très grave. Très grave, mais on n'a pas de prise en charge. On ne sait pas à quel sein il faut se vouer. Le cancer, maladie silencieuse, évolue de manière inquiétante sur le continent africain. En Côte d'Ivoire, environ 2000 nouveaux cas sont révélés chaque année. Il faut donc agir vite et maintenant. Les cancérologues l'ont compris. Venus d'environ 10 pays de l'Afrique de l'Ouest, ils sont réunis à Abidjan. Il y a des mesures possibles pour éviter la survenue de ces cancers. Par exemple, ce que nous appelons les infections et les modifications tissulaires dues à un virus qu'on appelle HPV au niveau du col de l'utérus. Il est aujourd'hui possible de les mettre en évidence et de les traiter, ce qui permet d'éviter la survenue du cancer. Cancer du sein, du col de l'utérus, cancer du tube digestif. La liste est longue. Mais les spécialistes sont unanimes, on peut sauver le patient si un diagnostic précoce est fait. Sur la question du coût élevé du traitement, le gouvernement mène des actions. Les médicaments sont coûteux et disons que dans le cadre du partenariat avec le laboratoire, donc, nous essayons donc de faire en sorte que les médicaments soient accessibles à nos populations. Bien entendu, ça demeure encore cher, mais l'État fait des efforts pour que donc, les familles soient soulagées à ce niveau-là. Des actions qui devraient soulager les nombreux malades du cancer. Mais éviter la maladie par le moyen de la prévention reste le seul vœu des cancérologues africains. Parlons maintenant de ce projet de culture d'EVA au bénéfice de 10 jeunes déscolarisés. Ça se passe dans la commune d'Ebinpe, projet initié en 2007 par une fondation de la place en collaboration avec l'ONG Ivoire Développement Durable. On en parle avec Francis Boifo.
Cette première saignée d'EVA est l'aboutissement du projet 10 000 arbres pour la Côte d'Ivoire au bénéfice de 10 jeunes déscolarisés de Bimpe, village situé dans la commune d'Anyama. Le projet a été initié en 2007 par une fondation de la place en collaboration avec l'ONG Ivoire Développement Durable. Il visait à former des jeunes Ivoiriens aux pratiques culturelles d'EVA, à les encadrer techniquement et financièrement en vue de la mise en valeur des plantations d'EVA. 6 années après, 188 pieds d'EVA sont rentrés en production sur les 2750 disponibles sur les 5 hectares d'EVA. Ces 5 hectares sont désormais la propriété de l'association des jeunes planteurs de Bimpe. Beaucoup de connaissances, comment cultiver l'EVA et les plantings, les petites techniques. À partir de ça, moi-même, j'ai créé aussi ma propre plantation. La terre, c'est l'héritage éternel. Donc, je les encourage, ceux qui sont à Abidjan ici, qui ne fassent rien, qui viennent à la terre pour cultiver de l'EVA. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable félicite les initiateurs de ce projet agricole. Cette action encourageante et porteuse d'espoir dans cette Côte d'Ivoire renaissante est tout simplement à prolonger et à pérenniser. Notre souhait, qui est également celui du président de la République, est que ce genre de projet foisonne dans tous les secteurs d'activité de notre pays. Coût de réalisation du projet 10 000 arbres pour la Côte d'Ivoire, plus de 39 millions de francs CFA. En bref, le Conseil de sécurité de l'ONU vient d'autoriser le déploiement de 12 000 casques bleus dans le nord du Mali, où se déroulent, vous le savez, des opérations de ratissage dans les montagnes des Iforas par les forces alliées tchadiennes et françaises. Et par cette information, nous ouvrons la page internationale de ce journal. Il n'est pas encore mort et voilà que son héritage suscite déjà des querelles. 2 des filles et l'avocat de Nelson Mandela menacent de s'affronter en justice pour le contrôle d'une partie du patrimoine de l'ex-président sud-africain. À 94 ans, Nelson Mandela, après une récente hospitalisation, n'est plus en mesure de trancher lui-même le litige. Reportage. Voici 3 semaines, la santé de Nelson Mandela inquiétait toute l'Afrique du Sud. Le prix Nobel de la paix, âgé de 94 ans, était hospitalisé une fois de plus. Nelson Mandela est devenu très fragile. Sur ces rares images de lui, de l'été 2012, il semble absent. Problème de mémoire selon certains de ses amis. Or, l'icône de la paix est à la tête d'un important patrimoine. Un patrimoine aujourd'hui au centre d'une âpre bataille juridique et familiale. Zenani et Makawidze Mandela, 2 filles de Nelson, accusent le célèbre avocat Georges Bizos et 2 autres personnes de vouloir contrôler des fonds d'investissement créés par leur père. Bizos, ami de longue date du héros anti-apartheid, affirme que Mandela lui-même l'a mandaté. Une affaire délétère qui scandalise les Sud-Africains. Tout d'abord, Mandela n'est pas encore mort. Il est toujours avec nous et il a son mot à dire sur sa fortune. Donc je pense que ce qu'ils font n'est pas bien. Je pense que ce n'est pas correct. Il devrait le respecter et le laisser tranquille. Quand il sera mort, toute sa famille sera divisée et chacun essaiera de prendre sa part ou d'utiliser son nom. La famille Mandela n'a pas attendu pour se déchirer. Les relations sont tendues entre les héritiers. Ce journaliste a interviewé Madla, l'un des petits-fils de Mandela, opposé aux actions judiciaires de ses tantes. Il m'a dit, ce qui est en train de se passer, c'est que certaines de mes tantes et leurs petits-enfants sont en train de se partager l'héritage de Mandela alors qu'il est toujours en vie. La presse soupçonne la famille Mandela de vouloir tirer des bénéfices personnels de l'image du héros national. Son exploitation rapporte des milliers d'euros, une manne gérée par 2 fonds à vocation humanitaire. Ces fameux fonds que les filles de Mandela veulent à présent contrôler. Les secours au Bangladesh luttent toujours pour extraire des survivants piégés sous les décombres de l'effondrement d'un immeuble qui a fait au moins 200 morts. Cet accident relance la polémique sur la sécurité de l'industrie textile fournissant des marques occidentales dans le pays. Les images. Toute la nuit, les secours ont lutté avec des moyens parfois dérisoires. Mais plus les heures passent et plus les chances s'amenuisent de retrouver des survivants parmi l'effroyable fatras de béton et d'acier. L'immeuble de 8 étages, situé dans la banlieue de Dhaka, s'est effondré comme un château de cartes. Il abritait plusieurs ateliers de confection. On était à l'intérieur quand l'immeuble s'est effondré. Il était environ 9 h du matin.
Et on est resté là coincé pendant 13 heures. Rongées par l'angoisse, les familles attendent un signe, des nouvelles de leurs proches qui travaillaient là. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Les autorités parlent de 200 morts au moins. Combien de personnes sont encore prises au piège, personne ne le sait. Plus de 2500 ouvriers travaillaient dans ces ateliers surpeuplés. Et la colère enfle, car l'immeuble appartenait à un responsable local du parti au pouvoir au Bangladesh. Il avait été construit sans respecter les normes de sécurité. Quelques heures avant le drame, les ouvriers s'étaient d'ailleurs inquiétés de fissures sur les murs. Le matin, on ne voulait pas aller dans l'atelier. Mais les autorités nous ont forcés à monter en nous disant qu'il n'y avait aucun problème avec le bâtiment. Mais tout de suite après, j'étais assise à ma table et l'immeuble s'est effondré. Ce drame relance la polémique sur les conditions de travail dans le secteur textile au Bangladesh, un pays où se fournissent de nombreuses marques occidentales à bas prix. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.